Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Le dernier Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité la résolution en faveur de la protection du patrimoine culturel. Elle renforce la législation contre le trafic des antiquités. Le saccage des cités antiques par l'organisation terroriste dit État islamique est une atteinte directe à l'homme dans ses racines, sa mémoire, avec pour seul objectif éradiquer toute trace de civilisation. La culture et l'éducation favorisent la paix et c'est tout le sens de cette résolution historique. Les titres de votre 20h. Journalistes en Corse, quelles sont les particularités, les difficultés? Nous en débattons avec les journalistes Isabelle Luccione et Thomas Brunel. Le débrief culturel du débat, la représentation du journalisme d'investigation en BD et au cinéma. Investigation, proximité, enjeux économiques, quelles sont les particularités de l'exercice du journalisme en Corse? Nous en débattons avec Isabelle Luccione et Thomas Brunel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Luccione, journaliste Corse Matin, c'est une première dans Pendant le 20h. Bienvenue oui. Isabelle. Et Thomas Brunel, vous avez l'habitude de voir Thomas dans l'émission, journaliste à RCFM. Alors Isabelle, entrons pleinement dans nos échanges. Quelles sont, selon vous, les difficultés liées au journalisme en Corse, à l'exercice du journalisme en Corse? Je pense que ce sont les difficultés liées à l'exercice du journalisme un peu partout, avec une difficulté supplémentaire, ou au moins une particularité, qui est la proximité. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes 320 000 habitants à peu près. Forcément, tout le monde connaît pratiquement tout le monde. Et donc, cette immense proximité fait qu'on n'exerce pas tout à fait de la même façon ici, ce qui n'empêche pas, à mon sens, d'exercer totalement notre métier comme ailleurs. Thomas, proximité, cela ne veut pas dire promiscuité. Non, mais il y a quand même un fait à souligner. Nous sommes d'une génération de journalistes qui a vécu la période la plus noire et la plus dramatique de l'histoire contemporaine de la Corse. J'exclus bien entendu l'occupation fasciste, je pense à la deuxième partie du XXe siècle. On a tout connu. Le grand banditisme qui se développe avec des assassinats, la guerre fratricide entre nationalistes où il y avait malheureusement, de le dire comme ça, mais un mort tous les jours, et on connaissait la victime et on connaissait certainement aussi le meurtrier. On a eu des assassinats de personnalités, du préfet, du président de la chambre de commerce, du président du parc régional, enfin, et d'autres politiques. Donc nous, quand je dis nous, c'est Isabelle, moi et notre génération, on a vécu ce qu'aucun journaliste en Corse n'a vécu. C'est-à-dire cette période-là qui a été une période affreuse. Mais pour notre métier, bien entendu, il a fallu qu'on soit là. Et quelle était notre seule arme contre tout ça? C'était le code de déontologie. Alors on l'a essayé de l'appliquer du mieux qu'on en a pu, parce qu'il fallait rester sur les rails. Donc c'est l'honnêteté, c'est aussi l'objectivité, c'est vérifier 1500 fois ses sources, c'est aussi respecter les personnes. Et ça, c'est un des volets du code de déontologie qu'on oublie. Respecter les personnes. Et là, quand on voyait débarquer des envoyés spéciaux qui arrivaient pour 10 minutes, qui faisaient des papiers pour accrocher et pour vendre, le respect des personnes n'existait plus. Donc nous, on a été un peu les garants de ce code de déontologie pendant toutes ces années. Chaque mot compte, chaque information doit être vérifiée, revérifiée, plus de 3 fois. 3 fois, c'est la règle, mais plus de 3 fois, j'imagine, quand on fait de l'investigation, Isabelle. Alors, en fait, on s'est mis à travailler, enfin, je ne sais pas si Thomas va être d'accord, mais on s'est mis à travailler à l'anglo-saxonne, en fait. Et ce qui n'est pas très courant en France. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les faits. On vérifie, on revérifie. La source policière, elle ne suffit pas, jamais. Jamais. C'est-à-dire que cette connivence qu'il peut y avoir ailleurs entre les services police-justice et la presse, elle n'existe pas chez nous. Mais pas du tout. Et du coup, c'est le respect du contradictoire, la parole des avocats, le fait d'aller chercher l'affaire qu'il peut y avoir derrière l'affaire, de façon à avoir une vue globale de ce qui se passe. Ça fait aussi que parfois on ne se précipite pas pour donner une information. En fait, on est presque des anti-scoops.
On a tellement besoin de vérifier, d'être sûr et de savoir ce que sous-tend quelque chose que on préfère attendre. Tant pis. C'est pas grave de toute façon. Là, il faut donner une bonne information aux gens. C'est à la fois le garant de notre métier, c'est aussi le garant de sécurité de tas de personnes et pas seulement la nôtre. À une période, donner des noms de certaines personnes dans certaines affaires, c'était leur accrocher une cible dans le dos pour parler de manière un peu familière. Ça, on ne se sent pas le droit de le faire. Enfin, moi, en tout cas, je ne me sens pas le droit de le faire. C'est ce que disait aussi Thomas, le fait, cette proximité, 320 000 habitants, vous l'avez dit Isabelle, on connaît une grande partie, si ce n'est tout le monde, on ne va pas être caricatural, mais finalement les liens de chacun, donc ça rajoute de la complexité à l'enquête tout de même, cette situation. Il ne faut pas se leurrer. Mais vous parliez des mots, Philippe. Les mots sont importants et il y a des mots qui sont entrés dans le langage journalistique qui sont horribles. Lorsqu'on lit un homme abattu, c'est passé dans le langage, mais abattu, ce sont les animaux qu'on abat, et même pauvres animaux, mais enfin, c'est des animaux qu'on abat. Donc il y a ces termes-là qui, quand on lit un journal, on n'y prête plus attention. Mais quand il y a les pères, les mères, les femmes, les enfants qui vous appellent et qui vous disent pourquoi vous avez parlé que mon mari, mon frère, mon père a été abattu. Voilà, il faut, quand je dis le respect des personnes, il passe par là. Et c'est vrai ce que dit Isabelle, on a essayé de vérifier parce qu'on a été aussi victime de manipulation. Les manipulations, c'est le quotidien du journaliste, c'est-à-dire qu'on nous donne des infos, on nous les vend pour content et pour vérifier. Mais le réflexe qu'on a, parce qu'on a vécu cette période-là, c'est qu'on vérifie plusieurs sources pour savoir si... Plus de précautions, ça veut dire encore plus de précautions. Obligé, parce que, vous imaginez cette période-là, comme vous dites, les mots sont importants. Si on avait donné une fausse information sur quelqu'un, et comme le disait Isabelle, on le mettait une cible dans le dos. Notamment la période dont vous décrivez, cette période de la guerre fratricide entre les nations. Il y a aussi la guerre des gangs. Oui, la guerre des gangs, en effet. Et où il y avait, enfin, mais très clairement tous les jours, ce qu'on appelle des poussettes, c'est-à-dire... Alors on va expliquer au grand public, c'est bien que vous utilisez cette expression. Les poussettes, c'est quelqu'un qui vient vous donner une information sur un événement X ou Y, alors généralement dans le cadre d'un crime ou du banditisme, de façon à ce que vous donniez cette information au grand public pour nuire à quelqu'un d'autre. Voilà. Et bon, on sait très bien qu'il y a des tas de gens qui se sont amusés à ça. Et on a tous été dépositaires à un moment ou à un autre d'informations qui étaient fausses et archi-fausses. Et heureusement qu'on les a vérifiées, ça a évité des drames supplémentaires. Et là, maintenant, on est en danger. Pourquoi ? Parce que le métier de journaliste est en danger aussi. La mutation du métier journalistique. Maintenant, on a l'impression, et Isabelle l'a dit, on prend notre temps parce qu'on vérifie. Mais d'autres ont beaucoup moins de scrupules et donnent les informations le plus rapidement possible pour tweeter, pour être le premier à la donner. Et là, c'est là que le danger intervient. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les gens qui donnent des informations parce qu'ils veulent, ils veulent avoir le scoop, et ceux qui, avant de la donner, mesurent les conséquences. Et là, aujourd'hui, quand on se balade sur les réseaux sociaux, on trouve énormément de fausses informations qui sont considérées et qui sont prises par les gens qui naviguent sur ce genre de réseaux sociaux comme des vérités. Et ensuite, pour faire marche arrière et pour démentir une information qui était fausse, c'est très, très, très compliqué, très long. Et aussi, il y a parfois des conséquences dramatiques. Vous l'avez à l'esprit, cela, Isabelle, au quotidien. Notamment, alors je l'ai dit, vous êtes journaliste à Corse Matin. Vous suivez pour Corse Matin les faits divers. Entre autres, il y a des enquêtes beaucoup plus longues que ne permet peut-être la radio. Thomas, c'est une des grandes différences entre la presse écrite et la radio. On a une partie magazine. Il y a une partie magazine, en effet. Vous l'avez en tête, cette nouvelle expression. Fake news, on parle de fausses informations divulguées, notamment sur les réseaux sociaux. Mais en permanence. J'imagine que en Corse, c'est encore plus difficile, ça rajoute de la complexité. Mais en permanence. Moi, j'ai en mémoire un événement qui s'est passé il y a quelques années où on nous annonce via les réseaux sociaux et via des SMS qui étaient envoyés à droite et à gauche qu'il y avait des jeunes, des enfants qui s'étaient fait prendre à partie par des Roumains sur le ferry. Et il y avait déjà tous les parents, plus les amis des parents, etc., qui attendaient les fameux Roumains en bas du ferry pour les lyncher. Il n'y avait pas d'autre mot. Et en fait, l'histoire, c'était pas du tout ça. C'était un groupe de jeunes qui, à un moment donné, jouaient au foot sur le pont du bateau.
Et c'était des ouvriers portugais qui venaient travailler sur un chantier, qui leur avaient dit d'arrêter de jouer au foot sur le pont. Voilà ce que c'est devenu, mais il y avait quand même pas loin d'une centaine de personnes sur le port à attendre ces malheureux qui sont partis sous la protection des flics. C'était où? C'était quel... Ajaccio. Ajaccio. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est important, c'est essentiel le filtre journalistique. Nous en avons déjà débattu dans cette émission. Est-ce que vous avez en mémoire, j'imagine, une affaire particulièrement difficile que vous avez eu à traiter, vraiment difficile, et dans les relations de proximité, et également dans son traitement journalistique, hein? Moi, je parle d'une affaire qui est moins dramatique, parce qu'on ne va pas parler non plus de ces années noires, mais pour montrer un peu la réaction des gens qui sont concernés. C'est une question d'ordre politique. Et c'est un événement qui s'est passé comme par hasard. Je dînais à Paris dans une brasserie du boulevard Saint-Germain avec un ami. Et à côté de moi, il y avait 3 personnes. Et comme mon ami était italien, moi je parlais en corse, lui parlait italien. Et à côté, il y avait 4 personnes qui parlaient français. Et l'oreille, j'entends le mot corse. Donc j'écoute. En fait, c'était des juges du Conseil d'État qui travaillaient sur une possible annulation d'élections territoriales en Corse. Et ils disaient... Voilà, il travaillait en fait, il disait, bon, voilà, je crois qu'on va la refaire cette élection, parce qu'il parlait d'émargement, de liste d'émargement truquée, enfin bref. Et tous, à l'unanimité, on dit, bon, celle-là, en Corse, bon, le dossier, on va le faire, mais vite, les élections seront à refaire. Je rentre en Corse, ils ne m'entendaient pas, ils ne savaient pas que j'étais français. Je rentre en Corse et je sors un papier en disant que les élections vont probablement être... Quelle élection, pardon, Thomas? C'est une élection territoriale, lorsqu'il a été annulé, quand c'est des Jean Badjon qui l'avaient gagné. Voilà. Et là, pendant la période entre l'annonce et l'annulation, qui a eu lieu quelques jours plus tard, mais ça a été un déchaînement. Mon rédacteur en chef me disait, mais attends Thomas, tu es sûr? On y va. Si tu es sûr, on y va. J'ai dit, je suis sûr, on y va. Mais les coups de fil, les pressions, les appels, les gens qui s'énervaient au téléphone, on les connaît, mais que je recevais 50 coups de... Et ensuite, lorsque l'annulation a été annoncée, je suis allé voir ces personnes qui ont dit « Mais non, Thomas, je ne criais pas, c'était simplement pour me renseigner. » Donc il y a tout ça, voilà. C'est pas dramatique, mais pour montrer un peu que chaque information, on subit des pressions, quoi. Là, ça a été, heureusement, l'élection a été annulée et mon information était juste une information que j'ai eue par hasard. Voilà. Mais je veux dire, ça, c'est assez fréquent que... on soit appelé au téléphone, qu'on soit accosté dans la rue, parce que c'est très simple. Amicalement. Et alors, on nous dit vraiment pique-pendre sur les articles qu'on a faits, etc. Et ça se termine toujours par... Non mais attends, c'est pas contre toi. Hein. C'est jamais personnel, n'est-ce pas? C'est pas contre toi. Non, c'est pas contre toi. Bon, on le sait, t'as une rédaction en chef. Oui. Alors, on est obligé de dire, non, c'est moi qui ai fait le truc. La rédaction en chef, ils ont avalisé, c'est tout. Mais voilà, bon. Les pressions, elles sont amicales surtout. Elles ne sont pas que sur le domaine difficile de la justice ou des faits divers. Ça peut être pour la politique, pour le sport, ça peut être pour le sport, ouais, ça peut être pour l'économie. Pour l'économie, oh là là. Oh mon Dieu, si on dit qu'un secteur va bien alors qu'il y a les 2/3 des gens de ce secteur qui se plaignent, qui sont en difficulté, c'est horrible. Enfin, on fait un beau métier quand même. Mais on s'amuse beaucoup quand même. Oui, mais vous avez raison, c'est un très beau métier qui n'est pas, d'après les dernières enquêtes, qui n'est pas particulièrement aimé par le grand public. Oui, il y a deux catégories qui ne sont pas aimées. Ce sont, on peut même parfois pointer une certaine forme de rapprochement. Les politiques d'un côté et les journalistes de l'autre. C'est assez curieux d'ailleurs et intéressant peut-être à décrypter. Nous arrivons au terme de ces échanges journalistes en Corse. Quelles sont les difficultés? Vous connaissez la règle, 40 secondes pour résumer votre pensée et donner vos arguments. C'est avec vous que je commence. C'est une première pour vous, Isabelle. Il va y avoir un chrono qui va commencer. 40 secondes. Quelles sont les difficultés liées au métier du journaliste en Corse? Je te le dis quand il y a 40 secondes, vas-y. En fait, les difficultés liées au métier de journalisme en Corse, ce sont des difficultés tout à fait classiques. On y rajoute la proximité, c'est-à-dire le fait que les gens peuvent venir nous voir directement et qu'en plus, les médias leur appartiennent.
C'est-à-dire que nous avons 320 000 rédacteurs en chef qui sont absolument tous sûrs qu'il fallait écrire ou parler ou donner une information autrement. Donc c'est bien, je remercie, j'en profite, tous ces rédacteurs en chef qui m'ont fait progresser dans le métier au cours de ces dernières années. Voilà. Vous comprenez pourquoi Isabelle a toute sa place pendant le 20h et il y a ce regard aiguisé sur la société insulaire. Thomas qui a l'art de contourner à chaque fois lors de ses conclusions avec une grande élégance et une grande finesse. Je veux m'adresser aux lecteurs, aux auditeurs, aux spectateurs, aux téléspectateurs, pour leur dire une chose, je regarde la caméra. Allez. Lorsque vous voyez une information sur les réseaux sociaux, regardez toujours de la signature et de la provenance et essayez d'avoir une petite démarche un peu critique pour savoir si cette information est vraie avant de partager, avant de diffuser. Parce que la différence entre un journaliste et un non-journaliste, c'est que l'information que va communiquer un journaliste, elle sera vérifiée, elle sera vraie à 99,9999% des cas. Alors voilà, faites attention à ça et que moi j'espère que le métier de journaliste ne va pas être trop en danger et les journalistes, il y en aura toujours parce qu'un monde sans journalistes, ce sera un monde vraiment compliqué à vivre. Et la démocratie, on a besoin, vous faites bien de le rappeler, mon cher Thomas. Merci beaucoup à vous deux d'avoir échangé sur ce sujet. Vous restez en coulisses, j'imagine, l'intérêt que vous allez porter au débriefing qui va suivre, parce que nous prolongeons notre débat, mais par le prisme de la culture, la représentation du journalisme d'investigation en BD et au ciné. C'est le débrief culturel de Pendant le 20h avec Xavier Affre, notre cinéphile, et Marcel Petriccioli, notre libraire. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Marcel Petriccioli sur ma gauche, Xavier Affre sur ma droite. Et je dis ça sans amusement. Mais coin rouge, coin bleu, c'est ça. Alors qu'avez-vous retenu des échanges précédents, Marcel ? Qu'on était tous des rédacteurs en chef. C'est vrai que la formule est très bonne. Mais on l'a tous en lisant le journal. Mais non, il fallait pas écrire ça. Moi, j'aurais ça. C'est pile poil. Ouais. Xavier ? Moi, je retiens ce qu'a dit Thomas en conclusion, Thomas Brunel, parce que je suis absolument d'accord avec lui sur l'appel salutaire qu'il fait aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux gens d'une manière générale. On ne peut pas exiger une presse, j'allais dire, qui fait de l'investigation, une presse parfaite, si nous, de notre côté, le citoyen, je parle du citoyen, ne faisons pas aussi preuve d'honnêteté, d'intégrité. C'est-à-dire que quand on voit une information, elle doit être vérifiée, ce que chacun peut faire assez facilement quand même. Et ce qu'on se prive de faire, bien entendu, c'est plus facile. Oui. Débutons avec l'affaire des affaires de Denis Robert et Laurent Astier aux éditions d'Argo. C'est une excellente bande dessinée sur l'affaire Clearstream aux éditions d'Argo, mon cher Marcel. Alors c'est l'intégrale, parce qu'il y a 4 tomes qui étaient sortis. Alors surtout, n'ayez pas peur, c'est un pavé de 700 pages. Il ne faut pas avoir peur de l'objet, qui est gros, qui est lourd. Ça se lit très facilement, on apprend plein de choses, c'est très didactique, ça se lit comme un polar. Je dirais même que c'est le pendant film des Hommes du Président, c'est le pendant en BD du film des Hommes du Président, parce que ça a eu des répercussions politiques importantes, pas jusqu'à une démission, mais quand même. Alors ça commence, les 200 premières pages en fait, tout est écrit à la première personne. Denis Robert nous raconte ses premières années d'investigation à Libé. Déjà le monde de la finance le passionnait, il était là-dedans, donc pendant très longtemps, il a fait de l'investigation là-dessus, et puis tombe l'affaire Clearstream. Ça lui a demandé 10 ans quand même. 10 ans d'investigation. C'est terrible pour lui, familialement, professionnellement. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un déchaînement médiatique contre lui. On a voulu vraiment le mettre plus bas que terre, le discréditer, on a voulu le ruiner, l'épuiser. 31 procès en diffamation. Il a gagné finalement en cassation, tout a été annulé. Donc vraiment, ça a été très important. En fait, l'affaire Clearstream, ce qui est bien, c'est que ce qu'on en retient, c'est ce fameux listing qui a été truqué avec des noms qu'on a rajoutés. Ouais. C'était à l'époque, on va juste se resituer, à l'époque, Dominique de Villepin, la guerre entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin étant Premier ministre à cette époque-là. On en retient surtout ça, alors qu'en fait, le fond du Clearstream, c'est pas ça. C'est vraiment le blanchiment d'argent, ce qu'on a appelé le clearing. Tout cet argent, cet argent de la mondialisation, de la finance, on ne sait pas où il circule, il n'y a aucune visibilité. C'est ça, l'affaire Clearstream, franchement. Et on a oublié, parce qu'on s'est focalisé sur ce listing qui ne sert à rien. Donc voilà, ça raconte tout ça. C'est vraiment du polar. Il y a des bons, il y a des méchants, il y a des rebondissements. C'est absolument haletant, c'est super bien décrit. La grande force de cette BD, c'est qu'elle nous montre la nébuleuse Clearstream
sous la lumière. Avec On quelques comprend planches, on va demander à notre éditeur. Voilà. Quelques planches pour évoquer le dessin. Le parce que dessin, c'est du noir et j'aime bien blanc. vous demander à chaque fois. Noir le et dessin. blanc, très, très acéré. Il joue avec tous les codes de la BD, que ce soit les cadrages, etc. Ça va vite. Encore une fois, c'est comme un polar. Et c'est absolument, absolument haletant. Je vous la conseille, vraiment. Vous allez tout savoir sur l'affaire Chris Rim. C'est aussi cela, la com politique décryptée en BD, le journalisme surtout décrypté en BD, en série et au cinéma. Le cinéma avec vous, les hommes du président notamment. Autant dire que le journalisme d'investigation a inondé le cinéma, ce qui est un petit peu logique, sous la forme des thrillers. Et Les Hommes du Président de Alan J. Pakula en 1976, avec Robert Redford et Dustin Hoffman, grande période du cinéma politique américain, ça a lancé une mode, cette mode du film d'enquête, du film passionnant, souvent captivant, alors avec beaucoup d'ersatz, mais beaucoup moins réussi. C'était évident qu'il fallait choisir celui-là, mais mon choix s'était porté sur d'autres films parce que c'était l'évidence. Les Hommes du Président, on le rappelle, c'est Nixon, Oui, c'est Nixon, Watergate, Nixon. c'est l'enquête de Bernstein et Woodward. Réalisé par Alan J. Pakula, il faut le dire. Voilà, et cette enquête des deux journalistes qui fait tomber Nixon, donc pas n'importe qui, le président des États-Unis, à un moment donné dans les années 70, où quand il y a ce fameux immeuble démocrate, le Watergate, qui avait été visité par les républicains. Et donc voilà, c'est vraiment le modèle du film politique par excellence. Un autre film politique avant de repasser avec notre... Spotlight, c'est du plus récent. On peut trouver une filiation directe. Là, on est vraiment encore plus peut-être dans l'enquête journalistique. Le film montre même encore plus peut-être les difficultés de l'enquête et ce que c'est quand on doit... On va évoquer l'histoire. Quand on doit enquêter, alors en fait, c'est tout simple, c'est en 2002, le Boston Globe découvre un scandale de pédophilie lié à l'église catholique de la ville et surtout les protections autour, c'est ça, politique, est très important parce qu'à partir de là, les révélations dans le monde vont pulluler. C'est à partir de là qu'on parle de la pédophilie d'ailleurs dans l'église catholique, même si on le savait déjà depuis très longtemps. Film de Tom McCarthy, avec Michael Keaton, qui est exceptionnel évidemment, et Mark Ruffalo aussi notamment dans le film. Voilà, donc deux films à 40 ans d'écart finalement qui montrent que le journalisme d'investigation est toujours à Hollywood. Ça marche bien. Et Spotlight en immersion sur le travail journalistique. Vraie enquête. Rapidement, mon cher Marcel, autre ouvrage, Grandes oreilles et bras cassés de Manak et Nicobi aux éditions Futuropolis. Un petit modèle du genre de journalisme d'investigation. On sait que la Libye et la France, sous l'ère Sarkozy, il y a eu des contrats, des transactions qui ont été passées. Ça s'est su. Et puis il y en a certaines qui étaient cachées, notamment celle-ci. En fait, c'est une entreprise française qui s'appelle Amnesty, qui a vendu à la Libye un système de surveillance qui a permis à Kadhafi de contrôler tout ce qui était électronique, toutes les conversations, tous les courriels, et surtout qui a permis, malheureusement, d'arrêter et de torturer des centaines d'opposants au régime. Ça allait du simple blogueur au poète en passant aux journalistes. Donc, ça a été caché, bien sûr, par le gouvernement français, parce que cette vente a eu lieu avec l'aval et la bénédiction du gouvernement Sarkozy. Il faut le savoir. Et donc, c'est un journaliste spécialisé en investigation sur Internet qui a découvert ça et qui nous raconte toute cette histoire. La réalité dépasse la fiction. C'est un truc de fou, y compris dans des noms de code. Ils en ont eu des noms de code d'opération, des noms de bonbons. C'est-à-dire, si vous écrivez ça dans un scénario, on vous dit c'est pas possible, ça passera pas. Et pourtant c'est de l'investigation journalistique. C'est de la vraie investigation. Et cette histoire, pratiquement personne ne la connaissait. C'est vraiment remarquable qu'il est sorti en bande dessinée. Dans la revue, la bande dessinée, c'est sorti pour la première fois dans la revue bande dessinée. Grandes oreilles et bras cassés de Manak et Nicobi aux éditions Futuropolis. On va terminer avec vous, Xavier. Il y avait plein de références. Alors j'ai essayé de trouver des films qui sont à la fois contemporains et puis qui parlent de périodes un peu plus reculées. Zodiac, ça paraît évident, de David Fincher, avec l'enquête de Gray Smith, qui était dessinateur au départ pour le journal, et qui finalement fait une enquête. Alors, il y a un livre qu'on peut lire d'ailleurs, son enquête à lui, puis le film de David Fincher qui est extraordinaire. L'affaire du tueur en série dans les années 70, 66, 78 aux États-Unis. Et puis peut-être le film, moi qui me plaît, c'est un petit clin d'œil pour vous. Et justement, on en vient maintenant. Good Night and Good Luck. Voilà, ça c'est pour vous. C'est pour ça que je voulais absolument en parler. Sur fond jazzy, sur fond noir et blanc qui est superbe. Le film de George Clooney, c'est son deuxième film. Hommage à son père qui a été présentateur télé. Et là, il parle de Murrow, qui était un journaliste, donc présentateur sur CBS, qui a fait tomber, notamment, qui a participé à faire tomber McCarthy. Là, on est dans du vrai journaliste d'investigation, mais à la radio et à la télé plutôt. C'était à la radio, à la télévision. Télévision. Voilà, c'est ça. C'est dans l'émission cultissime 60 Minutes. Exactement. Donc, un des meilleurs films de journalisme. C'était son deuxième film, c'est sans doute son meilleur, parce qu'il n'a pas fait mieux depuis. C'était assez exceptionnel. Et là aussi, intéressant exemple, parce qu'on voit les pressions politiques au quotidien qu'ont dû subir ces journalistes dans les années 50, la période sombre, une période sombre de l'histoire des États-Unis, le macartisme, la chasse anticommuniste, où tous les journalistes qui étaient contre le pouvoir étaient taxés de communisme.
Meurot n'était pas Exactement. communisme. Hein. Non, pas du tout. Et puis surtout, c'est le courage de certains producteurs, de certains rédacteurs en chef, on en parlait tout à l'heure, d'avoir suivi leurs journalistes. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être, ça serait difficile. Parce serait sans doute lâché. Hein. Ouais, concentration des pouvoirs, c'est cela que vous voulez dire? Ah, c'est vrai que parfois, il y a certaines collusions qui laissent un peu Le monde de la mais bon, finance et le sans monde trop- journalistique. Bah, c'est tout un programme, il faudrait faire une émission dessus. Et nous sommes le service public, Xavier. Oui, Ici, par c'est contre- la grande preuve de notre liberté. Et si je sais pas, si il nous reste quelques secondes très Oui. vite, je voulais vraiment rendre hommage à un journaliste que j'ai rencontré moi ici en premier, c'était Henri Nicolai, et donc je suis content de faire un petit salut amical parce que c'est quelqu'un pour moi qui représentait vraiment le journalisme. Donc, voilà, Ouais, un très bon petit coup. journaliste Eh oui. Corse Matin, Henri Nicolai, chef d'agence de Corse Matin à Ajaccio notamment, disparu beaucoup Trop tôt. Merci beaucoup à vous deux pour ce débriefing culturel autour du journalisme d'investigation. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Stélé évidemment. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.